Salut bribeurs, salut bribeuses, bienvenue à toi. Moi, c'est Johanna, et vous écoutez Bribe de minuit, un podcast poétique dédié aux écrivains d'un jour ou de toujours, poète la nuit et aussi parfois le midi. Ce podcast part de l'envie de partager mes poésies et se veut communiquer des moments d'évasion à des auditeurs en mal d'aspiration, confinés entre une ou deux pages blanches, 3 répétitions ou quelques instants d'insouciance. Chaque épisode, je vous révélerai les poésies de bribeurs qui ont épousé l'anonymat, côtoyé le doute, mais aussi les écrits de poètes qui souhaitent partager leurs pensées noires ou leurs réflexions bucoliques. Bon, promis, au prochain épisode, j'arrête avec cette intro. Aujourd'hui, je reçois Élise Tricard, que j'ai connue en licence de psychologie. On a été diplômés en même temps, mais on a pris des chemins différents. Après la licence, elle s'est dirigée vers un master en intervention sociale qu'elle a validé grâce à son mémoire écrit sur la base de ses expériences en tant que bénévole dans le milieu carcéral. Élise est curieuse de tout, mais quand je dis tout, de vraiment tout. Elle est artiste, elle aime échanger, découvrir de nouveaux univers, le théâtre, les livres, le chant, le dessin, la débrouille, l'humour et l'écriture. Elle écrit ses premières poésies très jeune et a toujours cultivé sa fibre créatrice au fil des années. Élise est bienveillante, et puisque la bienveillance est le maître mot de cette saison, c'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers elle pour lancer ses premiers épisodes. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous faire écouter ce premier entretien poétique à travers l'univers d'Élise. Salut Élise, comment tu vas? Mais ça va bien, Jana, et toi? Moi ça va très bien. Bon, on est confinés bientôt, mais ça va bien se passer. Oui, gardons la pêche. Bon, aujourd'hui, si je t'ai invitée, c'est pour que tu nous livres une poésie que tu as gardée chez toi depuis un moment. Mais avant qu'on poursuive sur cette lecture, qu'on enchaîne, je vais parler de toi. Oh. Donc tu es travailleuse sociale depuis 3-4 ans, c'est ça? Oui. Tu as 32 ans. Eh oui. Tu as grandi dans le 93, dans un milieu métissé et très divers, mais de manière alternative, tu étais dans des lycées parisiens, plutôt chics. Et tu dis que ça a été ton expérience, ta première expérience de déracinement. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu plus? En fait, j'ai fait ma 6e dans le 93, dans le secteur où j'avais grandi. En 5e, ma mère, qui était en fin de carrière, professeure, avait été mutée, elle, à Paris. Et de ce fait, elle pouvait inviter son enfant à la rejoindre dans son établissement parisien. Donc j'ai dit ok pour l'aventure. Donc en 5e, j'étais à Paris, dans le 12e. Mais ça ne m'a pas plu, parce que dès le premier jour, j'ai vu que c'était pas la même population, qu'il y avait plus mes amis, et que ça fonctionnait pas comme j'avais l'habitude que ça fonctionne dans mon collège du 93. Et dès le premier jour, je me suis dit que je retournerais en 4e dans mon collège du 93. J'ai mis ma mère au parfum, elle m'a dit pas de problème, mais t'attends un an, parce que là t'es inscrite. Et donc en 4e, je suis retournée dans le 93, et je croyais que ce serait merveilleux, mais en fait un an à cet âge-là, ça sépare les bandes, les groupes, il se passe plein de trucs, et je retrouvais pas vraiment mes traces à moi, quoi. Tout avait un peu changé, puis je me suis dit, bon, l'un dans l'autre, Paris ou 93, j'étais plus vraiment d'un endroit, précisément. Il n'y avait plus vraiment d'intérêt à être plus à un endroit qu'un autre. Du coup, je suis retournée à Paris en 3e, où je m'étais quand même fait quelques copains, ce qui me permettait, en fait, vu la sectorisation, d'accéder à de bons lycées parisiens. Et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai pu être prise dans un lycée effectivement qui avait un meilleur niveau que le lycée que j'aurais eu normalement dans le 93. Je ne sais pas si c'était un bon choix, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et là-bas à nouveau j'ai eu une espèce de déchirure identitaire, parce que c'était une population quand même très concentrée sur les études, très blanche, plutôt aisée, et je collais pas toujours avec eux. Et comment t'as pu expier cette déchirure? Le temps, madame, le temps fait beaucoup à l'affaire. Le temps, et puis ça m'a quand même permis de me détacher justement de la notion d'identité, qui n'est pas un bloc unitaire. Je pense vraiment maintenant qu'on est fait de plein d'influences, et que c'est tant mieux. Donc je pense que c'était un mal pour un bien. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'écriture?
Eh ben, je sais pas trop te dire, mais c'est sûr que depuis que je suis toute petite, j'écris. Et je dessine aussi, mais j'ai toujours beaucoup écrit. Même quand j'étais très petite. J'écrivais des histoires. Alors je pense que mon père a aidé, parce que ça devait le fasciner. Il s'amusait à taper mes histoires à l'ordinateur. Et il les re-romançait un petit peu. Hein. Je dois avouer que quand je relis les histoires que je suis supposée avoir écrites avec mes Playmobil quand j'avais 5-6 ans, je sens la patte du papa qui romance un petit peu quand même. Mais en tout cas, il a valorisé ça, je pense. C'est drôle. Ouais. Et la mise en écrit et garder la trace, tu vois. Avoir des écrits qui restent. Et il le fait toujours avec ses petits-enfants aujourd'hui, là, avec mes neveux. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui m'a aidé à développer cet art. Ça te donne un peu plus d'inspiration aujourd'hui ou tu t'as mis ça de côté J'ai eu des périodes où je l'ai pas mal mis de côté. C'est vrai que ces dernières années, c'est un art moins prégnant dans ma vie. Je me dédie plus au théâtre cette année. J'écris moins qu'avant. Mais je continue quand même. C'est quoi ton style au théâtre? Ce que je fais, Ouais. je suis dans une troupe où on fabrique nous-mêmes nos spectacles ensemble, avec la particularité qu'il y ait pas mal de comédiens dedans qui sont en situation de handicap mental, psychique. Donc je peux pas trop t'en parler plus que ça dépend, chaque année c'est une création différente. La troupe s'appelle la troupe des mines de rien, on fait partie de la compagnie Les Toupies, et dès que les salles auront rouvert, je vous invite à venir voir nos pièces. Cette année elle est inspirée d'un mythe antique grec, Philomèle et Procné, et c'est assez terrifiant, mais en même temps on arrive à mettre des soupapes d'humour, et il y a des moments où les salles rient. Voilà. C'est une tragédie grecque réactualisée. Et quand même d'actualité, parce que il y a des histoires de langue coupée, de viol. Bon, alors d'actualité, pas tant que ça, mais voilà, en tout cas ça pose la question du pouvoir qui abuse et qui soumet des sujets. Très bien, bon, on va poursuivre peut-être. Comme tu aimes les choses brutes, je crois que tu nous as composé. Enfin, c'est pas un poème qui est, si j'ai bien compris, très actuel, qui a été composé sur la durée. Donc je vais te proposer de le lire et tu vas nous expliquer par la suite comment ça s'est passé. Bon. Défilé photo dans ma mémoire. Cascade d'images chocs. Écho de bruits d'os. Porte qui claque. Course sans fin. Les soirs n'étaient pas au coin du feu, mais au froid des rues. Ivresse sur la voie publique. Cris dans mes oreilles. Hé, l'homme, tu me parles d'amour? Toi qui grondes et froisses l'harmonie du monde? Hurlements sur mes épaules, pression, prison, rien n'est jamais assez bien. Je noie ma jeunesse dans ta trentaine qui se noie dans des flots de whisky. La banlieue a des airs de cimetière, et un enfant amer zone dans ton regard. Nous avons essayé pourtant de décoller plus haut que terre, mais le mazout englue nos ailes. Dans ta prunelle, un jaune acide me rappelle la couleur de la bile. Je ne sens pas de tendresse dans tes mains, même quand elles caracolent sur mon corps. Entre ton rap et mes errances, nous avons voulu coller un pansement, mais il s'en va, sans arrêt, et dessous, il y a du sang. Dans la nuit, tous les chats sont gris, et les amants maudits aigris. Je cours comme une folle, en espérant te semer. Tu retrousses tes babines comme un loup. On rejoue un vieux scénario. Un jour, je t'ai mis un coup. Tu as arrêté de gueuler. Tu m'as regardé, étonné. Ah, j'ai compris. Tu me dis non. Les mots n'avaient pas de sens dans tes oreilles quand je te parlais. Mais ce coude, enfoncé dans tes côtes, tu l'as reçu comme un message. Et soudain, ton visage carnage devint agneau, docile et sage. Moi qui refuse la violence, comment faire avec des gens comme toi, si on ne veut pas lever le bras? Comment se faire entendre, tendre des ponts, préférer le coton aux contusions? Tu n'étais pas prêt. Tu voulais en découdre. Tu ne voulais pas en démordre. Pulsion de mort. Épopée urbaine. Héritage tragique.
les grands ensembles accouchent d'âmes désunies. Très bien, bravo. Merci. Merci pour cette lecture. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte? On sent une petite touche de violence, donc j'aimerais avoir un peu plus de détails. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce poème? Alors oui, c'est biographique. Ça parle d'une relation qui, comme tu l'as dit, était empreinte de violence, qui s'est déroulée vers 2008-2009. Donc j'avais 19-20 ans. Et j'ai beaucoup écrit dessus, pendant la relation et après. Et j'ai réécrit récemment. C'est une remise en mots avec une bonne dizaine d'années d'écart, quoi. Mais je constate qu'il y a encore ce côté, comme tu dis, brut, ces espèces de bribes, d'à-coups, par moments, un rythme saccadé dans l'écriture poétique et qui me vient quand je repense à cette histoire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de flashs, de ressentis, de choses émotionnelles et qui étaient saccadées concrètement, hein, comme je les vivais dans les rues, dans les cris, voilà. Et je suis revenue dessus parce que déjà ça m'a longtemps tourné en tête. Ça me travaille moins aujourd'hui, je pense que j'ai mis assez de distance, mais ça m'a longtemps beaucoup travaillé. Et je suis revenue dessus aussi parce que je trouve que en termes de points de rupture, de tournant de vie, de moments chocs qui va amener des choses et faire réfléchir, c'était un bon exemple, je trouvais, de thème à partager pour cette émission. Effectivement. C'est un peu le sujet de partager un événement de vie ou partager quelque chose de fort à travers une poésie. Et effectivement, c'est un texte assez fort et qui est un peu éclaté par moments, par bribes exactement. Mais je trouve que c'est aussi le reflet de cette relation que tu décrivais. On comprend assez bien, malgré que je t'ai demandé de détailler le contexte, on comprend assez bien le contexte éclaté de la situation. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il t'en reste des éclats de verre? Qu'est-ce qui te reste de cette expérience? Je souris parce que éclat de verre me fait penser à une phrase que disait mon compagnon, donc de l'époque. Les éclats de briques dans le crâne. Éclat de bribes dans le crâne? Éclat de briques dans le crâne, si je me souviens bien. Je crois que c'était lui, parce qu'il composait. Et ça me renvoie à ça, tu vois, j'associe à ça. Donc oui, il m'en reste des bribes, la preuve, tu vois, j'ai associé sans le vouloir. Il m'en reste, écoute, ça m'a constituée amoureusement, et puis dans ma biographie de femme et d'être humain, parce que c'était une relation très importante, symboliquement, hein, elle a représenté des choses fortes, des choses négatives y compris, dont il a été difficile de se dépatouiller, de se débarrasser, mais qui m'ont constituée. Très bien. Je m'attendais pas à cette conclusion. C'est pas réellement une conclusion, mais voilà, pour te répondre, bien sûr qu'il m'en reste des choses, et je pense que dans ma vie intime, pendant peut-être plusieurs années après, ça a été compliqué d'avoir le bon rapport à l'autre. Tu vois, dans les histoires qui ont suivi, à certains endroits, à certains moments, où moi ça me faisait peut-être trop d'écho ou trop d'angoisse, de peur de revivre le même écueil relationnel, d'aller à nouveau dans une voie de garage avec un homme, parce que là ce dont on parle c'est quand même d'une relation abusive, ce qui signifie aussi que je me suis laissée abuser, sans vouloir m'accuser ou me culpabiliser, hein. Je veux juste dire qu'il y a une dynamique à deux, et que donc ce que j'avais vécu, j'avais subi la violence de quelqu'un qui n'était pas au bon endroit, qui était déplacé, qui était illégitime, mais je suis restée là à la subir, même en me démenant, en disant non, comme je le dis dans le poème, voilà, en mettant un coup tellement j'étais furieuse à un moment donné. D'ailleurs ça a eu beaucoup plus d'impact et en termes de changement que les mots, que j'arrêtais pas de formuler, de dire, de redire, de crier, de pleurer, bon, comme quoi quand quelqu'un est sourd, ça peut être pas mal de taper là où il ressent quelque chose. Mais en tout cas, bon,
j'ai en moi, dans mon parcours, une relation où où je suis restée à portée de main de quelqu'un qui maîtrisait pas ses gestes, on va dire. Donc, donc ça, c'est un truc en moi que j'ai creusé ensuite. C'est-à-dire pourquoi et comment je m'étais retrouvée dans cette situation. Bon, ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes, et pas que des femmes, d'être dans des choses un peu maltraitantes. Bon, admettons. Et puis ensuite, comment j'y suis restée et comment j'ai pu m'en sortir aussi. Et j'avais peut-être ensuite cette peur de me remettre dans des trucs comme ça et de pas être autonome pour en sortir et m'affirmer et me faire respecter. Voilà, ça c'était une peur qui m'est restée ensuite, mais du coup, aujourd'hui, je suis encore attentive à cette question-là, mais je pense que voilà, je suis avertie et je fais attention. Pourquoi avoir choisi cette poésie en particulier plutôt qu'une autre? Puisque tu disais que t'écrivais déjà quand tu étais petite. Parce que au fond, j'avais envie de partager un truc vraiment qui fait sens pour moi, qui est intime et qui est fort. Et c'est le cas, cette relation a été intime, forte, et ça, j'avais envie de le partager parce que c'est du vrai, quoi. Et c'est vrai que pour puiser de l'inspiration dans quelque chose, parfois c'est quand c'est une expérience forte. Alors si on peut avoir une expérience transcendantale ou jouissive forte, tant mieux. Mais c'est aussi dans la douleur ou dans les difficultés qu'on a parfois une intensité qui nous permet de nous inspirer une œuvre. Peut-être pour la mettre à distance d'ailleurs. Pour pouvoir se l'approprier nous-mêmes en écrivant dessus, ou en peignant dessus, ou en faisant une pièce de théâtre. La sortir de nous en quelque sorte, mais au moins on reprend les manettes, quoi. Mais en tout cas, c'est une matière forte qui est inspirante. Moi, j'ai vraiment des flashs et des images qui me reviennent. C'est un peu comme une aventure qui aurait mal tourné, mais j'ai encore ces images qui me permettent, 10 ans après, de nourrir assez d'émotions et d'inspiration pour que j'écrive encore dessus, quoi. Et là, aujourd'hui, tu penses avoir créé suffisamment à partir de cette expérience et sorti tout ce qui était à sortir, ou il y a encore des bribes Ouais, je pense qu'on peut toujours, tirer le fil d'une expérience pour en créer à partir de là. Mais moi personnellement, j'ai peut-être plus envie, tu vois, après ce texte, je retravaillerai les anciens, peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose, peut-être que j'essaierai de publier quelque chose, mais je crois que je ne souhaite plus produire du nouveau corps, du nouveau texte à partir de cette matière passée, de souvenirs, tu vois. Je pense que ça y est. Alors c'est plutôt la personne que je suis qui a envie, si tu veux, d'apaiser cette époque-là, de régler les choses avec la personne qui est concernée, de venir un peu à bout du trauma, tu vois. Mais écrire, je crois que ça y est, il y a eu assez de pages remplies là-dessus. Du coup, si tu avais envie de transmettre un message à des personnes qui vivent la même expérience ou qui ont vécu la même expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? Plusieurs choses. Je leur dirais que tout est possible. C'est-à-dire que tous les empêchements, les peurs, les projections qu'on se crée quand on est coincé, entre guillemets, psychiquement dans une relation, n'existent pas. Alors je sais bien qu'on peut être pris dans des relations de peur, d'emprise, de plein de trucs, mais c'est de la pensée, c'est de la représentation, c'est des schémas mentaux qui ont un poids, hein, qui créent des conséquences réelles. Mais je voudrais rappeler que tout est possible. C'est-à-dire que si demain vous décidez de dénoncer quelqu'un à la police, ou si demain vous décidez simplement d'en parler à vos amis, puisque vous n'avez encore jamais fait, ou si demain vous décidez de poster un truc sur les réseaux sociaux, ou si demain vous décidez de mettre une droite à la personne, ou si simplement demain vous décidez de dire non, en fait tu me saoules et je n'ai pas peur de toi, si demain vous décidez de plus avoir peur, vous n'aurez plus peur, voilà. Alors je ne nie pas les risques, hein. Il y a des personnes très impulsives, imprévisibles et dangereuses, donc mettez-vous à l'abri, etc. Hein. Mon propos n'est pas là. Mais ne croyez pas que votre avenir est foutu, que votre vie s'arrête aux portes de votre relation de prison, que vous pourrez jamais vous en sortir. C'est pas vrai.
Vous pouvez reconstruire votre vie, vous pouvez vivre 1000 vies derrière celle-là. Vous êtes toujours une belle et charmante personne, homme ou femme, je précise, et plein de potentialités. Peut-être que vous êtes un peu fatigué, vous avez pris un petit peu de plomb dans l'aile, mais le temps fera son affaire et vous pourrez vous en sortir et rebondir peut-être plus loin que ce que vous avez jamais imaginé. Donc on lâche rien et dès aujourd'hui on arrête de se faire subir des trucs qu'on n'a pas à subir. Et on sort de là tout de suite. Tout de suite. Merci. De rien. Et merci à toi de m'avoir invité à ce nouveau podcast. T'es Bribes de minuit. T'es la bienvenue quand tu veux. Avec un grand plaisir. Mais je vais peut-être pas sur le même sujet, du coup, t'as moins d'inspiration. Il y en a marre de ce sujet. Non, mais avec plaisir, quand t'auras invité suffisamment de personnes prestigieuses, je repasserai. Bien sûr. Au prochain épisode, j'ai Gad Elmaleh qui vient. C'est parfait, je le connais bien. Il a prévu de te plagier, mais... Je lui ai dit d'arrêter de faire ça. Hein, Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout ce deuxième épisode. À la prochaine. Bonne soirée. Hey, pars pas comme ça, c'est pas fini. Si cette lecture audio t'a plu, n'hésite pas à commenter cette première bribe ou à réagir sur les réseaux sociaux. Partage cet instant de poésie ou ajoute-le en playlist audio. Si tu utilises plutôt Apple Podcast, fais-moi voir des étoiles. Sinon, parle-en autour de toi. À bientôt.